Salut tout le monde. Ce soir, on plonge dans le monde chaotique, bruyant, délicieux et parfois très douteux de la malbouffe médiévale. Imaginez des ruelles étroites où des flaques de boue trempent vos chaussures, où les poulets voltigent librement et où l'odeur de la viande rôtie se mêle à celle, pas très agréable, du crottin de cheval. Oui, c'est le genre d'air de restauration dans laquelle vous entrez ce soir, et honnêtement, vous n'y survivrez probablement pas sans vous boucher le nez. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous écoutez et quelle heure il est. Maintenant, tamisez les lumières, allumez un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble notre aventure de ce soir. Vous avancez lentement sur la place du marché, où les étals sont serrés les uns contre les autres, drapés de tissu brut, chacun réclamant votre attention. Les boulangers soulèvent des plateaux de petits pains fumants, leur croûte croustillante et dorée, tandis que le grésillement de l'huile qui fait frire une pâte mystérieuse emplit l'air. On peut presque sentir le sel et la graisse qui flottent dans le vent. Un garçon passe en courant, serrant contre lui un morceau de pain plat farci aux oignons, et vous réalisez que grignoter sur le pouce n'est pas une invention moderne. Un fait important, les villes médiévales regorgeaient de ces marchés improvisés, et pour beaucoup de gens sans cuisine ni cheminée, c'était le principal moyen de se nourrir. Oubliez la préparation des repas. Imaginez vos calories quotidiennes dépendre entièrement du vendeur encore éveillé et n'ayant pas trop dilué sa bière. Et voici une anecdote étrange. Certains vendeurs ont été surpris en train de vendre du pain fourré à la sure ou à la craie pour le gonfler. Vous croquez dans ce qui ressemble à un petit pain moelleux et, surprise, vos dents craquent sur quelque chose qui ressemble plus à une aire de jeu qu'à une boulangerie. Miam! Aujourd'hui encore, les historiens se demandent si la nourriture était vraiment savoureuse ou si la faim des classes populaires donnait simplement un goût divin à tout. Ce beignet grésillant était-il vraiment délicieux? Ou était-ce simplement le seul plat chaud que vous ayez mangé en 3 jours? On ne le saura jamais, mais votre imagination vous permettra de découvrir les saveurs. Au fur et à mesure que vous vous promenez entre les stands, vos yeux se posent sur quelque chose de plus sucré, scintillant de miel, et l'histoire vous entraîne vers la prochaine envie. Vous suivez la lueur dorée et collante, et bientôt vos mains flottent au-dessus de plateaux de bonbons si insolites que même votre gourmandise moderne pourrait hésiter. Au Moyen-Âge, le sucre était rare et cher. Alors le sucre de prédilection était le miel. Chaque gourmandise collante que vous voyez brille à la lueur des bougies comme un petit bijou d'ambre. Des noix confites roulent dans des bols en bois, des gâteaux au miel fument doucement à l'air frais, et des morceaux de fruits sont réduits en purée jusqu'à ressembler davantage à des pierres précieuses moelleuses qu'à quelque chose de comestible. Vous en prenez un, et la première bouchée colle si fort à vos dents que vous vous demandez si la dentisterie médiévale a jamais inventé le fil dentaire. Spoiler, non. Le fait historique majeur ici est que les bonbons ne se résumaient pas à des emballages fluo ou à des colorants artificiels. Il s'agissait plutôt de conserver les fruits avec du sucre ou du miel, de les assaisonner avec du gingembre ou de la cannelle pour les plus riches et de les qualifier de friandises. Pour un paysan, une simple figue trempée dans du miel pouvait être perçue comme une victoire à la loterie. Et voici une anecdote insolite. Une recette suggérait de mélanger du poivre et du miel pour obtenir un bonbon plus sain. Imaginez-vous distribuer ça à Halloween. Des petits enfants avec des paniers remplis de bombes au poivre épicé, toussant et pleurant en marchant dans la rue. Les parents médiévaux ont probablement trouvé ça hilarant. Ou du moins, ça forgeait leur caractère. Mais le débat persiste. Les bonbons médiévaux étaient-ils vraiment appréciés autant qu'on voudrait le croire?
Ou s'agissait-il plutôt d'une excuse thérapeutique? De nombreuses recettes étaient décrites comme bonnes pour l'estomac ou réchauffantes pour le cœur. Alors, les gens cédaient-ils vraiment à leurs envies de sucrer? Ou prétendaient-ils simplement que c'était une question de santé? C'est le même argument qu'on utilise aujourd'hui lorsqu'on qualifie le chocolat de riche en antioxydants, alors qu'on en mange une demi-tablette d'un coup. Vous léchez les dernières strass de miel sur vos doigts, un peu gêné que même une friandise médiévale collante puisse vous tenter à ce point. Alors que le goût s'estompe, vos oreilles perçoivent un crépitement plus aigu, le sifflement de l'huile chaude provenant d'un autre étal. Les encas de la rue vous attendent, le sifflement de l'huile s'intensifie et, très vite, vous vous retrouvez devant un stand qui ressemble étrangement à la version médiévale d'un fast-food. Le cuisinier retourne la pâte dans une poêle noircie et l'odeur est alléchante. Croustillante, savoureuse et juste assez grasse pour vous donner envie de mordre. Vous vous penchez et le vendeur vous tend un petit beignet frit enveloppé dans un morceau de tissu. Vous soufflez dessus, mordez et manquez de vous brûler la langue. Félicitations, vous venez de goûter à l'équivalent du hot-dog du XIVe siècle. Voici un fait historique. Les villes médiévales regorgeaient de ces encas rapides. Tourtes à la viande, pâtés à l'oignon, boulettes de fromage frites et même des brochettes de viande rôties directement sur des feux ouverts. Pour les ouvriers pressés entre les champs ou les ateliers, c'était une véritable bouée de sauvetage. Personne n'avait le temps de rentrer chez soi et de mijoter une marmite de lentilles en pleine journée. L'anecdote insolite? Certains stands étaient si suspects que les villes ont dû légiférer à leur encontre. Les vendeurs réutilisaient de la même huile pendant des jours, parfois des semaines. Une fois votre beignet dans la poêle, cette huile pouvait probablement disparaître d'elle-même. Imaginez un nugget frit dans une version médiévale de Mystery Sludge. Une saveur supplémentaire, non? Et le débat? Ces encas étaient-ils un signe de commodité communautaire ou de dangereux raccourcis? Certains historiens affirment que la restauration rapide a rendu les villes plus dynamiques et accessibles, tandis que d'autres soulignent les vagues d'intoxication alimentaire qui ont probablement suivi. Le plaisir d'une viennoiserie croustillante valait-il le risque de passer la journée suivante pliée en deux? Difficile à dire. Mais à en juger par les longues files d'attente, c'est clairement ce que les gens pensaient. Tu lèches les miettes sur tes lèvres, essayant de ne pas penser au nombre de fois où cette huile a été réchauffée. Ton estomac gargouille, mais la soif te rattrape. Le grésillement s'estompe, remplacé par le tintement des chopes, l'odeur du grain fermenté et les rires qui s'échappent d'une taverne voisine. Il est temps de boire un verre. Vous entrez dans la lueur d'une taverne où l'air est chargé de rires, de fumée et de l'odeur caractéristique de l'alcool. Les chopes en bois s'entrechoquent et la mousse coule sur les barbes tandis que les habitants engloutissent leur bière préférée. La première gorgée est de cervoise, une sorte de bière non filtrée et trouble au goût terreux, levuré et légèrement acide. Ce n'est pas exactement la bière blonde pétillante que vous connaissez aujourd'hui, mais après une longue marche dans les rues boueuses, elle fait l'affaire. Vous sentez la chaleur vous envahir, même si une partie de vous se demande si vous venez de boire du pain liquide. Spoiler, c'est presque le cas. Voici un fait historique. Dans l'Europe médiévale, l'alcool était plus sûr à boire que l'eau. Les puits et les rivières étaient souvent pollués, si bien que la bière, l'âle et même le vin coupé d'eau sont devenus la méthode d'hydratation quotidienne. Les enfants en buvaient, les moines le brassaient, et les ouvriers en buvaient à chaque pause. Si vous aviez soif, vous cherchiez une boisson légèrement pétillante. Voici une anecdote insolite. Parfois, les boissons étaient épicées par des ajouts inhabituels, comme l'ajout de croûtes de pain, d'herbes ou même de jaune d'œuf. Imaginez qu'on vous tende une chope mousseuse et que vous découvriez que vous venez de vous inscrire à une soupe médiévale, à la bière et au petit déjeuner. Délicieux?
Discutable. Intéressant pour Instagram? Certainement pas. Et le débat? Les gens préféraient-ils vraiment ces bières ou cherchaient-ils simplement à éviter une mort certaine par le seau? Certains historiens affirment que les gens adoraient sincèrement leur bière et trouvaient du réconfort dans leur saveur, tandis que d'autres affirment qu'ils n'avaient guère le choix. Après tout, qu'est-ce qu'une chope d'eau de rivière trouble et pleine de flotteurs mystérieux a de plus attrayant qu'une pinte légèrement pétillante? Exactement. Vous jetez un coup d'œil autour de la taverne, observez les clients tituber jusqu'à la porte en chantant à tue-tête et un malheureux qui tente de faire un bras de fer avec une chèvre. Vous riez doucement, décidant que vous en avez assez de la bière pour l'instant. Mais dehors, l'ambiance change. Une musique plus forte, des torches plus vives et l'odeur caractéristique de la viande rôtie vous attire vers un festival. La nuit est loin d'être finie. Vous regagnez la nuit et le bourdonnement de la taverne laisse place à un carnaval en pleine effervescence. Les torches illuminent le ciel d'un or chaud et l'air vibre du cliquetis des tambours, du grincement des violons et du bavardage des gens qui se pressent vers le centre-ville. C'est la fête, et la nourriture est omniprésente. Vous suivez votre odorat jusqu'au cœur de l'action. Un cochon entier tourne lentement sur une broche, la graisse dégoulinant dans les flammes et sifflant bruyamment comme des applaudissements. Votre estomac gargouille, et soudain, tous les vendeurs vous appellent. Le fait historique ici, les fêtes et les foires étaient au cœur de la vie communautaire médiévale, souvent liées aux fêtes des saints, aux récoltes ou aux visites royales. Ces rassemblements étaient synonymes de festins, rôtis géants, friandises, tourtes garnies de toutes les saveurs imaginables. Pour beaucoup, c'était le seul moment de l'année où l'on pouvait savourer un vrai plaisir. Voici une anecdote insolite. Certains seigneurs rivalisaient d'ingéniosité en servant des plats insolites lors de festins publics. Imaginez un cygne rôti, des plumes de paon rattachées pour la décoration, ou des tourtes qui s'ouvrent et laissent s'envoler des oiseaux vivants. En résumé, la cuisine médiévale servait parfois de spectacle. Même si vous auriez probablement préféré que votre dîner reste dans votre assiette, merci beaucoup. Et le débat se posait. Ces festins étaient-ils un moyen généreux d'unir la communauté, ou servaient-ils plutôt à étaler leur pouvoir et leur richesse? Certains historiens affirment qu'ils unissaient les gens, offrant à chacun des luxes rares, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agissait d'un étalage ostentatoire de l'élite, rappelant à tous qui tenait réellement les cordons de la bourse. Peut-être les deux. Vous mâchez une brochette de viande rôtie, encore chaude et fumante, tandis que des jongleurs lancent des torches enflammées à proximité. Un groupe d'enfants passe en courant, les doigts collants à la poursuite d'un homme sur échasse. C'est chaotique, bruyant et plus vivant que tout ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. Mais parmi les odeurs de carnaval, vous percevez quelque chose de plus délicat. Des effluves de cannelle, de clous de girofle et de gingembre transportés par les charrettes des marchands. Des épices exotiques s'immiscent dans le décor et vous êtes sur le point de découvrir leur pouvoir. Les rires de la foire s'estompent tandis que vous déambulez vers une rangée d'étals de marchands drapés de tissus éclatants. Ici, l'air est différent, plus chaud, plus riche et épicé, presque magique. Cannelle, clous de girofle, muscade, gingembre, chaque parfum vous enveloppe comme des rubans invisibles. Vous vous arrêtez à une petite table où un marchand vous présente de minuscules bocaux remplis de cristaux de sucre scintillant. Il en ouvre un et vous le fait goûter. La douceur est si intense que vous manquez de tousser. C'est un trésor rare, l'équivalent médiéval de l'or. Voici un fait historique. Les épices et le sucre n'étaient pas que des arômes, c'étaient des symboles de statut social. Saupoudrer de la cannelle sur son pudding ou sucrer son vin signifiait richesse, relation et pouvoir.
Le commerce médiéval des épices s'étendait sur tous les continents, alimentant voyages et guerres. Une pincée de poivre pouvait coûter plus qu'une journée de travail. Une anecdote insolite: on prêtait aux épices des vertus mystiques ou médicinales. La noix de muscade était censée éloigner la peste si on la portait dans une pochette autour du cou. Imaginez traverser une pandémie aujourd'hui avec un bâton de cannelle comme seule protection. Vous auriez l'air tendance, mais peut-être pas vraiment en sécurité. Et le débat: les gens appréciaient-ils vraiment le goût de ces nouvelles saveurs, ou étaient-ils plutôt obsédés par leur mise en valeur? Certains affirment que les recettes médiévales étaient tellement surchargées d'épices que le goût s'en perdait presque, comme une bombe de parfum sur la table. D'autres affirment qu'il s'agissait aussi d'une question de survie. Les épices pouvaient contribuer à masquer la saveur d'une viande, disons un peu trop affinée. Vous léchez une trace de sucre sur le bout de vos doigts, rêvant presque du luxe qu'il représentait il y a des siècles. Le bruit de la fête résonne faiblement derrière vous, mais votre attention se porte désormais sur quelque chose de plus lourd: la façon dont les gens se livraient à ces luxes et les critiques qu'ils suscitaient. Avidité, gloutonnerie, excès. Il est temps de jeter un œil au côté obscur des grignotages médiévaux. L'éclat des étals d'épices s'estompe au détour d'un chemin et vous retrouvez sur une place plus calme, où l'ambiance change. Les torches brûlent moins fort, la musique est lointaine et l'air est lourd, comme alourdi par le jugement. Ici, vous apercevez des nobles réunis autour de grandes tables, se régalant de plats si extravagants qu'ils ressemblent presque à des farces. Des montagnes de pâtisseries empilées en châteaux, des tourtes fourrées de viandes variées et des sauces onctueuses au sucre et au safran. Vous réalisez qu'il ne s'agissait pas de simples repas, mais de simples vantardises. Le fait historique, chez les riches, dîner était une forme de théâtre. Servir à un invité un mets exotique, comme un plat teinté d'un vert vif avec des herbes ou un poisson recouvert de feuilles d'or comestibles, était une preuve d'influence. Les festins étaient longs, fastueux et souvent conçus pour impressionner plus que pour nourrir. Une anecdote insolite: les chroniqueurs nous racontent un plat où un paon rôti était paré de ses plumes et apporté à table, la tête relevée grâce à un petit fil de fer, lui redonnant un air de vie. Imaginez votre dîner vous fixant tandis que vous essayez de le découper. Quel contact visuel gênant. Et le débat: était-ce une pure célébration ou un échec moral? Les prédicateurs fustigeaient souvent la gloutonnerie, reprochant aux nobles de gaspiller la nourriture tandis que les paysans mouraient de faim. Certains affirmaient que ces excès affaiblissaient l'âme, rendant les gens cupides et égoïstes. D'autres les défendaient comme une tradition et une hospitalité, insistant sur le fait que partager l'abondance, même sous une forme extravagante, était un devoir des puissants. La question persiste encore aujourd'hui. Quand l'indulgence devient-elle du gaspillage? Vous grignotez le bord d'une tour de pâtisserie, plus sucrée que vos dents ne peuvent en supporter, et retournez dans la rue. Derrière vous, les riches rient et trinquent, mais devant vous se trouve quelque chose de bien plus simple. Les chants du marché reviennent, et avec eux le goût du quotidien, les humbles repas que la plupart des gens connaissaient vraiment. Vous quittez le faste des nobles demeures pour revenir dans les quartiers plus humbles, où la vie semble plus lente, plus calme et plus ancrée. Ici, les odeurs sont plus simples. Pain noir fraîchement cuit, porridge aux céréales bouillonnants et ragoûts stéreux aux légumes racines. Vous vous accroupissez près d'un feu où une femme remue un chaudron et vous tend une cuillère en bois. Le goût est simple, mais réconfortant, suffisamment chaud pour apaiser votre estomac après tous ces festins et baignés. Vous réalisez que c'est bien le goût de la vie quotidienne. Le fait historique, pour la majorité des gens du Moyen-Âge, les repas se composaient de potage, un ragoût épais composé de céréales, de haricots ou de légumes, selon le besoin.
La viande était rare pour les paysans, souvent réservée aux jours de fête. Le pain, généralement grossier et noir, était l'aliment de base, parfois accompagné uniquement de fromage ou d'oignons. C'étaient les véritables encas médiévaux, sans ostentation, mais nourrissants. Anecdote insolite. Certains villages utilisaient du pain de tranchage, d'épaisses tranches de pain rassis qui servaient aussi d'assiette. Après avoir absorbé le ragoût ou la sauce, le pain lui-même était mangé ou donné aux pauvres. C'est la version médiévale de la vaisselle biodégradable. Écologique? Absolument. Pratique? Seulement si cela ne vous dérangeait pas de mâcher votre assiette à la fin du repas. Et le débat. Cette simplicité était-elle un fardeau ou une bénédiction? Certains historiens affirment que les paysans aspiraient à ces délices exotiques qu'ils goûtaient rarement. Tandis que d'autres soutiennent que cette nourriture simple et consistante les maintenait en meilleure santé que les nobles qui noyaient tout dans le sucre et les épices. Peut-être y a-t-il de la sagesse dans un bol de lentilles, après tout. Vous vous adossez, le ventre enfin apaisé, et regardez le feu vaciller. Le bruit des festivals, des tavernes et des marchés s'estompe comme un écho. Seul subsiste le rythme régulier du quotidien. Des repas simples partagés en famille, suffisamment nourrissants pour vous accompagner pendant les journées difficiles. Le voyage ralentit, et votre corps se sent lourd, prêt pour le repos. À présent, tandis que la nuit s'adoucit, vous laissez les échos des rues médiévales s'estomper dans le silence. Les couleurs des festivals, la chaleur des tavernes, la douceur des fruits miellés, tout cela s'efface, ne laissant qu'un léger bourdonnement, comme le crépitement d'un feu ou le souffle d'une brise légère. Votre respiration ralentit, vos pensées s'apaisent et vous réalisez que même à travers les siècles, les hommes ont trouvé du réconfort dans la nourriture, qu'il s'agisse de simples ragoûts ou de festins extravagants. Vous pouvez vous accrocher à cette pensée, à l'humanité partagée de manger ensemble, de savourer les petits plaisirs, de trouver de la chaleur quand le monde est froid. Alors, laissez vos paupières s'alourdir, votre corps s'enfoncer dans le repos, et votre imagination vous transporter dans des rêves où les marchés sont encore animés, mais où vous êtes en sécurité, calme et éternellement en paix. Faites de beaux rêves.